Antoine, 6,5 milliards pour 55 ingénieurs, là. Si on fait le calcul, puis on met ça en parallèle pour une entreprise de service, généralement, la règle du pouce, c'est 150, 200, 250 000 par tête dans l'entreprise. C'est 118 millions par personne. Ils ont quelque chose entre les mains. C'est sûr que c'est pas juste pour le staff. Il y a quelque chose qui est en prototype qui roule réellement en arrière. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires, toujours en voyagement de mon côté, mais jamais sans mon podcast Discussion d'affaires et mes discussions avec Jonathan. Beaucoup de choses se sont déroulées dans les 7-8 derniers jours. On enregistre le 27 mai 2025. Vous le savez, on va bientôt changer le nom du podcast pour Hypercroissance AI ou quelque chose dans le genre parce qu'on veut vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Jonathan, t'as suivi le tout ou non? Oui, il y a encore une fois plein de nouvelles qui ont sorti. Peut-être 2-3 sujets qu'on voulait parler aujourd'hui. Le premier, j'aimerais ça parler puis brainstormer un petit peu avec toi, Antoine, puis d'avoir ta vue là-dessus. C'est sur une nouvelle qui m'a extrêmement étonné dans les derniers jours. C'est la nouvelle de Moderna. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais Moderna a, à l'automne passé, nommé leur personne au niveau des HR dans un nouveau rôle, un rôle que j'avais jamais entendu comme description ou comme titre de poste, et je te le sors officiellement, c'est le Chief People and Digital Technology Officer. Donc, le chef des humains et de la technologie. Et très récemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de fusionner toutes les équipes HR avec les équipes de technologie pour faire seulement une seule et grande équipe. Et pourquoi cette nouvelle-là, je trouve ça intéressant de la porter puis de la brainstormer ensemble, c'est que j'ai eu la chance de faire plusieurs discussions d'affaires, des roundtables avec des entrepreneurs, puis d'avoir vraiment des feedbacks directement de comment ils vivent l'intelligence artificielle dans leur entreprise. C'est quoi les soucis qu'ils ont, c'est quoi les questionnements qu'ils ont devant eux. Et tout le monde se pose la question, comment l'IA va réussir à se positionner dans l'organisation, du moins comment organiser carrément son organisation puis la structurer pour réussir le plus rapidement à mettre l'IA en place et aller chercher cet effet de levier-là. Et il y a plusieurs théories qui existent là. Et cette théorie-là de dire on va vraiment prendre la technologie et la mettre directement dans l'équipe des HR, c'est la première fois que j'en entends parler de manière concrète et aussi précise par une entreprise quand même d'une belle envergure. Si on regarde l'envergure, le Moderna, en 2020, était à peu près, je pense, 800 employés. Ils ont doublé en dedans d'un an, donc à peu près 1500 employés. C'est quand même une grande organisation en tant que telle. Et de faire ce mouvement-là et de le mettre de manière si publique, je pense que ça va probablement créer des petits ou créer un effet d'écho dans d'autres entreprises. Et là, j'émets ma théorie du pourquoi ils le font. Ils en parlent un petit peu sur Internet aussi de certains éléments du pourquoi, mais on va se le dire, Antoine, quand il y a des gens qui vont quitter de chez Moderna, la première chose qu'ils vont faire, c'est est-ce qu'on peut remplacer cette personne-là par un processus automatisé par l'IA? Donc, ça relève de réussir à chaque description de poste, vérifier est-ce qu'un agent IA ou de l'IA pourrait venir faire en tout ou en partie la description de tâches de cette personne-là. Et après ça, comment qu'on redéfinit les rôles et les tâches restantes qui ne peuvent pas être automatisées. Donc, ça demande à ce moment-là une constante surveillance de qui fait quoi, comment on peut l'automatiser, comment qu'on fait la répercussion du changement là-dedans et comment qu'on challenge l'organisation constamment. Moderna a travaillé très fort avec OpenAI dans la dernière année et demie. Ils ont déployé au-delà de 3000 agents. Donc, pas 3000 appels à des LLM ou des choses comme 3000 agents. Donc, dans pratiquement toutes les équipes, tous les départements, les gens commencent à travailler avec des agents. Et ça l'a permis d'améliorer l'efficacité et là, de challenger vraiment l'organigramme, challenger les descriptions de postes. Et ce que je perçois de Moderna, c'est qu'ils veulent vraiment être une organisation intelligence artificielle en premier, donc AI first. Et ce mouvement-là au marché qu'ils ont rendu public, fusionner HR et technologie, est directement en lien avec cette vision-là. Et je pense qu'ils ont une belle traction à ce niveau-là à l'heure actuelle au niveau des retombées. Je ne sais pas si, Antoine, de ton côté, tu avais déjà vu ou entendu ça, une fusion à ce point tel du côté humain et de la tech, parce qu'on voit souvent parfois que la tech relève des finances ou des opérations ou sont carrément dans leur coin seul. Mais de là que ça se ramasse en dessous des HR ou fusionner avec les HR, mais c'est la première fois que je vois ça. Avais-tu déjà vu ou entendu ça? Et je serais curieux d'entendre ton opinion, Antoine, là-dessus.
Vu, entendu, je pense qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. Est-ce qu'on voit des cas pratiques autant importants? Je ne le crois pas, mais effectivement, je trouve ça très intéressant. Donc, ce que tu as mentionné est vrai. 3000 GPT qui ont été lancés à travers l'organisation, que ce soit pour des essais cliniques, des réponses aux régulateurs, un support en ressources humaines, faire du triage pour des questions d'employés. Bref, tout ce qu'on peut imaginer dans ce qu'on utilise nous-mêmes avec l'intelligence artificielle, que ce soit toi de ton côté, mon entreprise également. C'est beaucoup pour ça qu'on l'utilise. Eux, ils ont été capables de le déployer de manière très importante. Le point que j'aimerais mentionner ici, c'est de un, bravo. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Je crois que ça va simplement devenir une évidence d'ici 12 mois. Donc, les gens qui le font maintenant sont peut-être un petit peu plus courageux que d'autres, mais à un certain moment donné, on va tous arriver à l'évidence que si on veut rester compétitif, on se doit d'être le plus s'intégrer avec tous les outils d'intelligence artificielle. Donc, bravo, beaucoup de courage. Au final, ça représente quoi pour Moderna au moment où on se parle? De ce que j'ai été capable de voir, il y a eu une coupe d'environ 10 des gens qui travaillaient dans certains pôles de l'organisation. Donc, essentiellement, on parle globalement là, dans ce pôle-là, environ 50 collaborateurs qui auraient perdu leur emploi. Comme tu l'as si bien mentionné, c'est une organisation qui avait grandement, qui a fait une très grosse croissance. Excuse-moi, tu veux rajouter quelque chose? Mais 50 emplois, je veux juste mettre en perspective. Un, c'est pas beaucoup sur la grosseur parce que souvent, quand il y a des gros pics de doublant un an, souvent, ça va être beaucoup plus que ça. Par contre, Moderna a beaucoup de problèmes avec leur génération de revenus présentement parce que le plus gros moteur était les vaccins pour la COVID. Donc, je m'aurais attendu, même avec automatisation, sans automatisation par l'IA, qu'il y ait beaucoup plus de coupures que ça chez Moderna. Donc, je suis pas certain que c'est vraiment le fait qu'il ait automatisé qu'il ait décidé de couper des emplois. Fait que j'émets quand même un petit bémol là-dessus. Par contre, réel, quand on regarde les stats, c'est une cinquantaine d'emplois présentement qui ont été malheureusement laissés aller. Là. Effectivement. Puis, écoute, je pense que c'est bien de le faire. Dans l'optique, si ces emplois-là ne sont plus capables aujourd'hui de compétitionner avec ce qu'une intelligence artificielle peut faire. Puis ça peut paraître brutal un peu ce que je dis, mais je crois que nous, en tant qu'entreprise et que nos collègues dans nos entreprises et des gens qui travaillent dans des organisations doivent se poser des questions aujourd'hui en mode, est-ce que demain matin, j'ai plus de valeur qu'un agent GPT? La réponse est oui ou non. Et si la réponse est non, ben en ce moment, c'est uniquement une question de temps avant qu'on vous remplace ou qu'on remplace votre rôle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus travailler, mais ça veut dire que les actions, les tâches que vous faites en ce moment dans votre rôle précis sont vouées à disparaître. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. Parce que ce qui va se dérouler, c'est pas simplement que les différents dirigeants vont commencer du jour au lendemain à faire davantage de profit et que tout l'argent va rentrer dans les poches des dirigeants. Au contraire, c'est simplement que le marché va se démocratiser. Donc, un produit, une prestation, peu importe ce que vous pouvez imaginer qui coûtait peut-être 2000 $ autrefois, pourrait coûter d'ici 3 ans 200 $ ou 20 $, peu importe, parce que la technologie va l'avoir transformé en une commodité. Et ça, on peut le voir déjà dans sûrement toi, ce que tu fais, dans ce que je fais. Ça nous prend moins de temps faire des actions précises. Et ultimement, c'est pas vrai qu'il va toujours y avoir le même prix, selon moi, qui vont être reliés aux mêmes choses. On le voit et on le dit depuis très, très, très longtemps. L'intelligence artificielle amène davantage une tendance déflationniste qu'inflationniste. Les choses vont coûter moins cher. Donc, au final, c'est important de comprendre ça. Il peut y avoir, comme Jonathan l'avait dit il y a quelques semaines, un effet d'arbitrage qui se met en place pendant quelques mois, quelques années, plusieurs années même, pour les organisations qui vont être davantage précurseurs que d'autres. Mais au final, il va y avoir une rectification où est-ce qu'on va juste, en tant que société, en tant qu'organisation, produire plus pour moins cher. C'est aussi simple que ça. Ou du moins, c'est comme ça que je le vois aller. Jonathan, je ne sais pas si tu as la même perception que moi à ce niveau-là, parce que c'est ce que ça m'a envoyé un peu ce que Moderna a fait. Ben, c'est inévitable qu'on s'en va vers là. Il y a tellement de choses que seule la capacité humaine était capable de faire avant qu'aujourd'hui, on est capable de faire avec le même niveau de fiabilité ou même plus élevé avec quelques lignes de code et un appel à un LLM qui est, moi j'appelle ça un cerveau numérique pour simplifier ça. Et là, les cas réels sur les planchers de production et dans les organisations commencent à arriver, à être testés, utilisés et on a des beaux résultats. Et ce n'est que le début, je pense, de la vague. Fait qu'effectivement, on va être capable de produire plus
avec un coût plus faible et ça va toucher toutes les industries, c'est sûr et certain. Puis comme je dis très souvent, c'est pas le fait de le faire, de le mettre en place dans son organisation. Le gain, c'est de le faire avant la moyenne qui va faire la différence parce que tout le monde va être forcé de le faire éventuellement. Comme l'Internet, aujourd'hui, on ne se pose pas la question, est-ce que je devrais avoir Internet ou pas dans mon organisation? Même chose avec l'électricité. Je fais une parenthèse sur Moderna juste pour mettre en chiffres un peu. C'est quand même assez intéressant de voir le scale qu'ils ont eu. Là, je viens de sortir les chiffres avant COVID jusqu'à aujourd'hui en chiffre d'affaires. Je savais pas que Moderna, honnêtement, avant la COVID, selon ce que ça me semble présentement, c'était 60 millions de chiffre d'affaires en 2019. Ils ont monté à 17 milliards en 2021, 19 milliards en 2022 et une chute très rapide, 6 milliards en 2023 et 3 milliards en 2024. Bon, pour 1500 employés, 3 milliards, on doit avoir quand même une certaine logique de rentabilité au final, tout dépendant de combien de R&D qu'on met. Mais il y a une décroissance des revenus assez agressive. Ça, je mentionnais. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de mise à pied que ça au final, malgré que les revenus, quand on les regarde, sont quand même encore très élevés, malgré la chute abrupte qu'ils ont eue en cours de route. J'espère qu'ils ne nous préparent pas une autre COVID, qu'ils ne sont pas capables de voir des choses venir avant tout le monde. Mais bon, on sait très bien, on les a entendus, ils se sont rendus tristement célèbres avec ce qui s'est déroulé pendant la pandémie. Donc, les entreprises qui disent j'ai vécu l'effet COVID, je crois que Moderna est assez bien placé pour le vivre. Augmentation drastique des revenus, perte par la suite drastique des revenus pour des raisons évidentes. Donc, ils sont sûrement davantage en train de revenir dans une sphère de croissance davantage orientée à 2018, 2019, que ce qu'ils ont pu connaître dans 2021, 2022. Je continuerai peut-être ici, Jonathan, intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties dans les derniers jours, dernières semaines. Bon, on en a parlé un petit peu dans notre groupe chat. Sam Altman, il se transforme en comédien, il se retrouve à San Francisco. On le voit dans une belle journée à San Francisco rencontrer un célèbre designer, Johnny Ive, qui a été rendu célèbre grâce au fameux iPhone, au fameux iPod également, et au iPad. Il a été derrière tous les grands produits de Steve Jobs. C'était le bras droit, c'était un confident de longue date de Steve Jobs. Donc, Johnny Ive, pour remettre un peu davantage de contexte aux gens qui nous écoutent, a quitté Apple, je crois que c'est en 2015 ou 2016. Il est allé bâtir ses propres entreprises. Il a bâti une agence de design. Il a bâti également l'entreprise IO. Et cette même entreprise, et là, Jonathan, peut-être tu pourras en dire davantage et expliquer qu'est-ce que tu en as perçu, vient d'être acquise par OpenAI pour la modique somme de 6,5 milliards de dollars, représentés que en actions futures chez OpenAI. Donc, il n'y a aucun argent liquide qui a été versé à l'organisation, mais un 2% qui ont été transférés à l'organisation IO et ses 55 employés. T'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'on va révolutionner le monde des téléphones cellulaires dans les prochaines années avec OpenAI? Antoine, moi, j'ai aucun doute que ça va donner quelque chose d'assez impressionnant devant nous. Deux génies comme ça qui, honnêtement, si vous voulez aller voir ça là, sur YouTube, c'est un bijou de la manière que ça a été tourné, l'entrevue qui a été faite. C'est une discussion dans un bar. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à faire ça aussi wow. Honnêtement, c'était bien scripté. Ça avait de l'air authentique, même si c'était scripté. Et il y a vraiment le sens du spectacle derrière tout ça ou de l'enthousiasme ou du petit mystère parce qu'on voit clairement Sam Altman qui dit « J'ai testé des périphériques qui ont été développés par la collaboration commune qu'on a eue et je suis extrêmement excité de ce que dans mon day-to-day, ça fait comme différence. » Donc, il parle clairement de quelque chose qui a été développé, qui est en test à l'heure actuelle et les deux, dans leur langage non verbal et dans leur langage verbal, ils sont convaincus que ça va vraiment révolutionner le monde devant nous. Donc, moi, quand j'ai écouté cette vidéo-là, mais c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'ils ont le sens de la magie du marketing. On peut se mouiller un peu. On peut se mouiller. C'est sûr que je pense qu'ils ont probablement, mais ils en ont parlé dans le passé qu'ils veulent réussir à remplacer le téléphone intelligent parce que c'est vrai, quand on regarde le téléphone intelligent, c'est contre-intuitif de dire, si je veux faire une recherche, par exemple, sur ChatGPT ou j'ai une question que je veux répondre que ChatGPT peut faire, il faut que je sorte mon téléphone de ma poche, il faut que je le débarre, il faut que je regarde sur ma petite écran puis je m'isole de tout le monde autour.
Puis après ça, ben c'est avec mes doigts que je vais aller chercher l'information. C'est tout petit, je suis pas capable de lire aussi gros. Donc, il y a clairement plusieurs points de friction dans la vraie utilisation qu'on veut faire au final. Oui, ça nous permet d'arriver au résultat qu'on veut, le téléphone mobile, mais c'est clair dans la tête à Johnny Ive et à Sam Altman qu'il existe probablement un autre moyen de fluidiser ce besoin-là qu'on a au final, que le téléphone mobile ne répond pas. On a vu des appareils, des périphériques sortir dans les derniers mois, dans les derniers trimestres qui ont eu des beaux échecs retentissants qui étaient des petites pins qu'on pouvait accrocher sur soi-même, avec qui on pouvait discuter vocalement avec l'intelligence artificielle qui enregistrait ce qu'on fait puis qui suggérait des choses. Est-ce que ça va être ça, mais à la sauce que ce que Johnny Ive faisait chez Apple dans le temps? Probablement. Une chose est sûre, moi, quand j'ai écouté ça puis je regardais ça, si j'étais Tim Cook, j'aurais honnêtement très peur. Parce que là, le cerveau au niveau du design et des produits derrière Apple est rendu vraiment chez OpenAI et c'est clairement dit qu'ils vont développer quelque chose qui normalement devrait revenir dans le terrain de Apple et Apple ne sont pas là du tout au niveau de la tech AI. OpenAI sont de loin en avant ou du moins sont toujours une petite marche en avant sur les autres. Il y a quelque chose qui va se passer. J'espère qu'on va revivre un moment magique d'un Apple de ce monde en termes de matériel qui va nous atterrir dans les mains ou dans notre quotidien. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Puis moi, ce qui me fait vraiment complètement flipper, c'est Antoine, 6,5 milliards pour 55 ingénieurs. Là. Si on fait le calcul, puis on met ça en parallèle pour une entreprise de service, généralement, la règle du pouce, c'est 150, 200, 250 000 par tête dans l'entreprise. Là, c'est 118 millions par personne. Ils ont quelque chose entre les mains. C'est sûr que c'est pas juste pour le staff. Il y a quelque chose qui est en prototype qui roule réellement en arrière. Et je pense que ça va être un beau risque qu'ils vont prendre, puis ça va être vraiment intéressant à tester ça et à suivre devant nous. En tout cas, moi, je suis excité de voir ça. Je serais curieux de voir, toi, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont sortir? Est-ce que c'est un petit device qu'on va avoir avec nous qui n'aura pas d'écran? Est-ce que tu voyais autre chose? On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Peut-être juste pour situer les gens. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des acquisitions un acqui-hire. Ici, donc, vraiment, ce que OpenAI fait, c'est aller acheter un groupe d'individus hautement talentueux au niveau du design industriel pour bâtir, comme Jonathan vient de le mentionner, un outil, un téléphone, des lunettes, un bloc d'écoute. On vous laisse réfléchir et avoir votre propre idée là-dessus. Ce qui est intéressant, juste pour mentionner un peu les gens qui font partie de ce groupe-là. Donc, il y a les trois cofondateurs de Yo font tous partie de l'équipe design d'Apple initiale. Donc, il y a Scott Cannon, designer industriel chez Apple. Il fait partie
de IO. Il a été derrière beaucoup de produits forts de l'organisation. Evans Anke, directrice du design industriel chez Apple, très, très impliquée dans le façonnage de l'identité visuelle et ergonomique de tous les produits sur lesquels Johnny Ive a travaillé. Donc, on se rappelle les iPhones, les iPads, etc. Et Han Tan, nom incroyable, designer senior chez Apple, reconnu pour avoir fait un travail assez important sur l'ingénierie des interfaces et des matériaux. Donc, on vient, comme Jonathan le dit, créer un petit cauchemar à Tim Cook et son équipe. Ils sont partis, ils ont créé IO, et finalement, IO tombe dans les mains du gros joueur présentement au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, c'est là que le jeu d'échecs commence à se mettre en place parce que, on le dit pendant un bout de temps, bon, Microsoft a peut-être raté dans les débuts des années 2000 la vague des téléphones mobiles. Ils se sont rattrapés. Je pense qu'on peut commencer à affirmer qu'Apple est en train de rater le volet de l'intelligence artificielle ici. C'est assez clair, on n'en entend pas parler. Ils font des partenariats avec d'autres joueurs pour essayer de rester compétitifs. Bref, on les voit pas. Mais là, ce qu'on n'avait peut-être pas vu venir, ou du moins peut-être que les grands visionnaires de ce monde l'avaient vu venir, c'est que l'intelligence artificielle, comme dans ce qu'on la conçoit aujourd'hui, ce qui, comme Jonathan le dit, des large language models, donc essentiellement, on pose des questions, on a des réponses en mots ou à l'audio, peut rapidement se transformer dans des produits physiques. Et si on est en train de venir voler l'intelligence qui a été créée chez Apple, ben, voler, le mot est très, très fort, on s'entend, il ne travaillait plus là, mais vous comprenez un petit peu l'idée que je veux dire ici, et qu'on mixe ça avec une des entreprises les plus révolutionnaires des 20-30 dernières années, moi, je te dis, Jonathan, il y a deux résultats qui peuvent sortir de là, selon moi. C'est, selon une belle expression qu'on connaît en anglais, hit or miss. Il n'y aura pas d'entre-deux. Je ne pense pas qu'on va avoir un produit qui va à peine s'intégrer chez les gens. Je pense que soit que ça va devenir une évidence ou soit que ça va être un échec total. Et quand je dis échec total, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose si c'est un échec. Je crois même qu'une organisation comme OpenAI, en ce moment, avec le financement qu'ils ont, la traction qu'ils ont, la croissance qu'ils ont, ils doivent prendre des risques. Ce que les grandes entreprises autrefois n'ont pas fait, ce qu'un Apple en ce moment n'a pas l'air de faire ou a l'air d'arrêter de faire, ce que Microsoft peut-être n'avait pas fait de la bonne manière au début des années 2000, ainsi de suite. Ces organisations-là prennent tellement de parts de marché, sont tellement dans ce qu'on fait au quotidien qu'ils doivent prendre des risques. Et je pense que même si ça fonctionne pas, écoute, c'est peut-être pas nécessairement un mauvais deal pour eux. 2% de l'organisation pour peut-être bâtir un produit qui est totalement révolutionnaire à suivre. Et je pense que c'est intéressant. Un point également que tu as mentionné qui est bon à dire, c'est que le produit serait terminé. Le produit serait terminé, aurait été présenté à beaucoup de gens, aurait été testé, aurait été expliqué, exprimé au conseil d'administration. Maintenant, entre avoir un produit qui est testé envers un tout petit groupe de personnes et un produit qui est mis en marché, il peut y avoir beaucoup de temps. Mais bon, OpenAI nous a habitués dans les derniers mois et dans les dernières années à aller très vite, à faire des lancements assez rapides. Donc, j'aurais tendance à croire qu'on pourrait voir quelque chose assez rapidement. Et selon moi, je ne crois pas que c'est dans les différents produits qu'on a pu voir dans les dernières années, différents produits étant les lunettes virtuelles qu'on est capable d'avoir avec Meta et Apple, qui, soyons honnêtes, sont des produits adoptés avec un tout petit groupe de personnes, mais ne deviennent pas des produits grand marché comme le téléphone cellulaire ou comme encore ChatGPT. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas non plus que c'est un téléphone cellulaire. Et là, il y avait des gens qui disaient en ligne que ce serait un petit bloc. Un petit bloc que tu aurais avec toi qui ferait beaucoup de choses. Mais bon, peut-être que j'essaierai de trouver dans la vidéo YouTube un visuel pour que les gens soient capables de voir. J'ai hâte de suivre le tout, mais je pense que ça va être soit un hit or miss. Il n'y aura pas d'entre-deux ici. Et il y a eu des échecs retentissants là, dans les derniers mois de ce type d'appareil-là qui n'a pas d'écran. On parle du Human AI Pin ça a été vraiment une catastrophe. Le Rabbit R1 qui avait fait un coup de marketing incroyable. Encore là, ça a reçu des critiques très mitigées au final. Les rumeurs disent qu'il n'y aura pas d'écran, fait qu'on se rapproche peut-être d'un appareil comme ça. Là, ça peut être une paire de lunettes. Je pense pas qu'ils vont aller là.
Et là, en brainstormant, Antoine, la seule chose que les gens n'ont pas, que personne n'a sorti comme appareil qui pourrait être porté facilement soi-même, c'est, là, je vais aller loin dans ma réflexion, c'est la paire de souliers. C'est quelque chose qui a de la disponibilité d'espace pour intégrer des micropuces, intégrer quelque chose qui va facilement se porter sur soi-même, mais qui ne vient pas changer dans son quotidien du mouvement ou de mettre quelque chose dans ses poches. On ne vient pas rajouter de la lourdeur sur sa tête comme une paire de lunettes. Je lance ça vraiment comme ça me sort un flash comme ça. C'est le seul équipement qu'on a constamment, tous les humains pratiquement sur soi-même, qui n'a pas encore été utilisé pour un aspect technologique. Une bague? À suivre, ça serait, oui, une bague. Ça pourrait on le voit être une beaucoup. bague. Ouais. On le voit beaucoup. Je veux dire, c'est un des produits les plus facilement portables qui est capable de faire énormément de choses pour notre santé déjà en termes d'accumulation de données. Bref, tu vois, c'est là que c'est intéressant. On peut spéculer pendant très, très longtemps. Ce qui est sûr et certain, c'est que je ne pense pas qu'ils vont faire un produit qui est déjà sur le marché. Ça irait contre la réputation de Johnny Ive, contre la réputation également de OpenAI. Et ça amène également tout ça à un point qui est intéressant, c'est que cette fameuse organisation IO qui a été IO plutôt qui a été achetée par OpenAI, l'organisation de Johnny Ive, l'acquisition, l'annonce, s'est fait au moment que Google faisait sa conférence Google I.O. Qui d'ailleurs a été incroyable. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler un tout petit peu. Mais c'est intéressant de voir où sont-ils rendus? Où sont-ils rendus OpenAI? Est-ce qu'ils ont réellement toujours un coup d'avance? Est-ce qu'ils essayent de démontrer qu'ils ont un coup d'avance? Parce que, bien entendu, ils ne sont pas fous. Ils savaient très bien que la conférence allait avoir lieu. Ils connaissent le nom de l'organisation de Johnny Ive. Tout ça a été planifié. Et il y a des gens, je lisais en ligne, qui disent qu'ils sont toujours un coup d'avance, ils sont impossibles à arrêter. Bon, attention. C'est peut-être aussi une manière de vouloir démontrer qu'on a un coup d'avance quand, au final, Google, soyons honnêtes, les gens qui les ont cru morts, ben là, il va falloir que vous soyez capable de changer peut-être un petit peu votre fusil d'épaule parce qu'ils sont à 100% dans l'intelligence artificielle. C'est très, très impressionnant ce qu'ils ont été capables de parler. T'as regardé, t'as suivi un peu Google I.O., Jonathan? J'ai quelques nouvelles que j'ai vues passer, dont on pourra les descendre, les 3-4 nouvelles importantes, dont Gemini Live, que je me suis beaucoup renseigné ce matin pour voir ce que ça donnait. Mais je te laisserai peut-être avancer sur ce que tu as vu. Je rajouterai s'il y a des petits points supplémentaires que je peux mettre. Nous, on est plus du côté OpenAI, un petit peu stack Microsoft. Google, on le teste, on le voit un peu moins, on l'entend un petit peu moins aussi en pratique réellement. Fait que je te laisserai peut-être avancer vu que je sais que toi, de ton côté, c'est le stack premier que tu portes dans ton entreprise, là. Oui, exact. Et je pense que le gros défi en toute transparence en ce moment de Google va être de faire en sorte que des gens qui utilisent déjà la suite GCP, donc Google Cloud Provider, soient capables en un clic de comprendre l'étendue de ce qu'ils sont capables d'avoir avec Google. Parce que le plus gros enjeu que je vois, c'est que c'est pas normal pour une organisation comme la mienne qui utilise GCP depuis plusieurs années qu'on soit sur ChatGPT. Et c'est le cas en ce moment. Et j'ai essayé de tester Gemini, mais ça ne m'a pas paru autant facile que ce que j'ai été capable de concevoir avec ChatGPT. Donc, j'ose croire qu'avec les annonces qu'on fait, on va pouvoir davantage arriver à ça. Je reviens donc dans ce cas-ci aux différentes annonces. Le premier point que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est le AI Mode. Donc, essentiellement, c'est le moment où est-ce que Google a pris un peu le taureau par les cornes et d'accepter qu'une recherche ne sera plus 10 sites Internet avec 4 publicités qui vont s'intégrer. Bref, on s'aperçoit maintenant qu'une recherche, c'est via un chatbot et qu'on est capable d'avoir une réponse très rapidement et qu'on ne veut pas avoir 5 à 10 liens. Le AI Mode, essentiellement, c'est ça. Et là, ça commence à être lancé. Ça va commencer à être lancé tranquillement dans les prochaines semaines aux États-Unis, mais ils en ont fait l'annonce. Ça va devenir l'interface de base du moteur de recherche de Google. Vous allez voir, il y a des vidéos très, très intéressantes qui expliquent le tout. On peut définitivement penser qu'il va y avoir de la publicité qui va s'intégrer là-dedans, qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de ces réponses qui vont être données. Mais moi, je pense qu'un des points qui ressort là-dedans, c'est de me dire des gens qui vivent beaucoup grâce au SEO, à se faire retrouver sur les moteurs de recherche,
Ils ont vécu des changements comme pas possible dans les dernières années. Là, j'ai l'impression que ça va être le plus gros changement. Le coup de massue un peu qui vient s'intégrer dans le SEO globalement. Il va continuer à exister, le SEO, mais il va exister de manière différente. Il va falloir davantage être identifié par ces différents modèles d'intelligence artificielle pour être recommandé dans ces différentes requêtes. Et définitivement, quand le AI Mode est lancé, Jonathan, et je vous invite à aller voir, peut-être qu'on pourra mettre même des liens dans le podcast qui sort aujourd'hui, ben, je veux dire, les liens organiques vont être sur la deuxième page de Google. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent sur la deuxième page de Google ici. Donc ça pour moi, c'est pour les gens qui se posaient des questions quand Google allait réagir. En même temps, eux, ils doivent réagir de manière intelligente parce qu'ils ne veulent pas non plus tuer une organisation qui fait aux alentours de 150 milliards, même 200 milliards de revenus annualisés. Donc, ils ne peuvent pas tuer une organisation pour en lancer une autre automatiquement. Ils doivent faire ça de manière intelligente et ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile de le faire. Est-ce qu'ils ont dit quand le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité AI Mode First sera fait à l'ensemble des usagers? Parce que je trouve ça honnêtement très risqué de leur part qui déjà ils commencent à le pousser puis qui disent qu'ils vont l'envoyer à tout le monde parce que ça va être intéressant de suivre les états financiers de Google, de comment ça va bouger dans les prochains trimestres juste à cause qu'ils ont lancé cette fonctionnalité-là parce qu'ils attaquent leur moteur premier financier au final. Là. Ils attaquent et tu vois, je pense que... Mais de toute façon, ça revient un petit peu à un point initial qu'on a dit dans la discussion, Jonathan. Ça devient une évidence. Donc, tu peux attendre pendant longtemps pour essayer d'étirer le maximum, mais tu sais exactement quelle va être la résultante au final. Comme on disait au début de l'appel, il y a des jobs en ce moment qui... On peut les étirer pendant un certain temps, mais on sait très bien que ça devient une évidence que ces jobs n'existeront plus. Donc, je pense qu'ils ont simplement décidé de se dire, au lieu de continuellement jouer la place du numéro 2, prenons le taureau par les cornes, contrôlons notre destinée. En termes de réponse précise, ça va être déployé graduellement et il n'y a pas de moment précis, mais beaucoup de gens disent que d'ici 18 mois, on devrait avoir le AI Mode qui est comme recherche numéro 1 dans ce qu'on a au niveau de Google. Et le point qui est intéressant ici, Jonathan, toi qui es dans ce domaine-là, tu le sais très bien, de l'inventaire de recherche, ce qui essentiellement est ce que Google vend, a un coût drastiquement moindre qu'un inventaire relié à une demande pour de l'intelligence artificielle qui se transige un peu via des tokens. Donc, essentiellement, si je le fais simple pour les gens qui nous écoutent, la marge brute n'est pas la même ici. N'est pas du tout la même. Un endroit, tu vends de l'espace pour peut-être 90-95% de marge de profit brut. Bon, je spécule ici, c'est peut-être un peu moins, mais voyez l'idée. De l'autre côté, c'est pas du tout le cas. Sinon, si c'était le cas, les 12-13 milliards de revenus annuels que ChatGPT, que OpenAI fait au moment où on se parle, ne se ferait pas un aussi gros déficit. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens expliquent présentement relié à l'intelligence artificielle, c'est que c'est la première fois qu'une technologie va sortir et qui va avoir argumentablement, au moment où on se parle, une marge brute aussi basse. Très souvent, ces produits technologiques-là, quand ils ont été lancés, avaient des marges brutes excessivement élevées, donc ce qu'on appelle les unit économiques étaient très intéressants. Ici, c'est pas du tout le cas, ou du moins pas pour l'instant. Donc, au-delà de risquer un modèle d'affaires qui est orienté au niveau de recherche payante et recherche organique, Google vient aussi jouer le jeu de se dire la marge de profit brut reliée à mon produit va drastiquement changer. Je l'écoutais récemment, Sundar, qui est le CEO de Google, il expliquait dans une interview qu'ils ont déjà été capables d'analyser, mitiger les risques et finalement, ça n'avait pas l'air d'être un si gros risque. Mais bon, ça, pour moi, c'est un autre point, je pense, très intéressant à suivre pour la suite. Je pense que c'est une réponse de politicien qui est sortie là parce que c'est sûr que ça ne sera pas les mêmes marges qu'avant. Par contre, est-ce qu'ils vont être capables d'utiliser ça puis d'amener les gens dans des forfaits payants pour offrir des choses de plus, une série d'agents, une série de produits nouveaux? C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Entre autres, une des choses qui ont sorti, c'est Gemini Live, qui est disponible sur les téléphones mobiles, sur certains téléphones mobiles de Google, qui vous pouvez en temps réel partager, dans le fond, votre écran de téléphone. Et là, vous pouvez converser avec l'agent IA pour, par exemple, lui demander « Je suis bloqué à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que tu vois. Propose-moi où est-ce que je pourrais acheter tel produit que je vois à l'écran. » Donc, c'est vraiment rendu un assistant qui s'intègre directement dans le téléphone. La prochaine phase qu'on va vivre, qui va être extrêmement, je pense, pertinente pour les gens qui sont en affaires et les gens qui sont dans un cadre professionnel,
c'est l'équivalent de Gemini Live, mais pour son ordinateur ou son portable. Donc, on va être capable de déployer l'agent IA pour qu'il va voir la même chose qu'on voit à notre écran et qui peut prendre le contrôle de l'écran comme un humain. On n'est pas très, très, très loin de ça. Honnêtement, on a vu des modèles chinois qui permettent et qui commencent à permettre de faire ça. Donc, on est sur un point vraiment intéressant de balance par rapport à l'intelligence artificielle, le côté agent qui va prendre contrôle de l'écran de l'ordinateur puis qui va être capable de nous guider. Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, quelqu'un qui a jamais utilisé un logiciel dans l'ordinateur, bien, l'IA pourrait le guider de comment faire telle fonction. Puis on pourrait même dire à l'IA, la prochaine fois, fais-le par toi-même carrément, parce que je te confirme que c'est la bonne action que tu as fait. Donc, on est vraiment sur une belle tangente encore là qui va automatiser encore un paquet de choses dans les organisations devant nous, là. C'est l'année des agents. Je pense que c'est assez clair. Là, cette année, la majeure partie des organisations, je crois, bon, peut-être que les gens commencent à se bâtir des GPT, des deuxièmes cerveaux, comme Jonathan l'a très bien dit. Ça, c'est le début. Mais je crois que d'ici la fin de l'année, la majeure partie des organisations vont avoir testé, peu importe la forme que ça prend, un agent qui fait une certaine tâche pour eux dans leur entreprise. Ça devient également, ça aussi, qui est à me répéter, une évidence. Peut-être d'autres points que je trouve intéressants à mentionner sur Google, sur les annonces qu'ils ont fait. Au-delà des nouveaux aspects, moi, c'est le modèle d'affaires. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est en train d'être itéré de plusieurs manières. Je te donne un exemple. Ils ont fait une annonce, Jonathan, pendant leur conférence de Google AI Ultra, qui commence à 250 $ par mois, par exemple, et qui donne du stockage, il donne accès à YouTube Premium, il donne accès au modèle, il donne un accès prioritaire, pardonne-moi, aux modèles et aux différents agents, la suite d'agents qu'ils ont. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que ici, contrairement, disons, à un Meta qui viendrait s'installer dans le jeu. Disons, si demain Meta voudrait bâtir un abonnement mensuel pour un de leurs LLM, c'est que ici, ils sont capables, Google, de venir tranquillement intégrer leur suite de logiciels B2B à l'intérieur même d'un modèle qui autrefois était du search, qui devient de l'abonnement. Bref, c'est là qu'on voit quand même qu'une organisation qui a des tentacules sur beaucoup de choses est capable de venir intégrer ça de manière intelligente. À voir comment tout ça va se mettre en place. Mais je ne crois pas que c'est la mort de Google et la fin de Google. Au contraire, je pense qu'ils ont encore énormément de place pour réussir. Va juste falloir qu'ils s'assurent de jouer le rôle de c'est nous qui dicte la suite et non on essaye de faire comme le numéro 1. Chose qui, de ce que je me rappelle, n'ont jamais vraiment eu à faire, là. Ben, une chose est sûre, c'est qu'ils sont bien positionnés pour aller chercher les yeux des usagers parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui utilise Google, il y a encore beaucoup de monde qui utilise la suite Google Workplace, je pense, où ils ont changé de nom dernièrement, Gmail et compagnie. Donc, s'ils sont capables vraiment de livrer de la valeur et de monétiser ça en abonnement, donc de changer de revenus publicitaires à des revenus d'abonnement, ben, Google pourrait simplement se réinventer et peut-être faire encore plus de profit devant nous. Je pense que ça va être un bon spectacle à suivre dans les prochains trimestres. Absolument. Si vous avez les actions de Google, suivez ça de près parce que ça peut aller soit très vers le haut, soit très vers le bas, mais une chose est sûre, ça ne stagnera pas dans les prochains trimestres. Ça ne stagnera pas. Puis n'oublions pas qu'ils ont une chose. De plus que tout le monde oublie tout le temps, ils ont YouTube. Donc, même si du jour au lendemain, les revenus purement search prennent un coup, les gens vont continuer à écouter des vidéos. Les gens vont continuer à consommer du contenu. Donc, c'est là que je trouve que le modèle est intéressant ici de se dire ils ont des tentacules. Surtout, ils sont capables de se réinventer sur plusieurs endroits. Donc, bref, je trouve que ça a été une semaine assez importante dans tout ce qui se déroulait au niveau de l'intelligence artificielle. Tu m'as donné la piqûre, Jonathan. Je commence à être bien intégré là-dedans. Là. J'aime suivre tout ce qui est en train de se dérouler sur le marché. Je termine avec un petit quelque chose qui peut changer en 30 secondes le réel dans votre entreprise. Je donnais une conférence sur l'IA la semaine passée en format roundtable. Je disais à quel point ChatGPT Operator, qui peut prendre le contrôle d'un navigateur pour faire des tâches pour vous, était stupide. Et l'après-midi même, OpenAI a annoncé que maintenant Operator était sous le modèle O3, qui est beaucoup plus intelligent. Donc, si vous avez fait des tests avec Operator, comme moi dans les dernières semaines, vous avez été grandement déçus de cet agent IA-là qui est disponible à notre portée dans ChatGPT.
Donnez-lui une deuxième chance. Je pense qu'il va être pas mal plus pertinent et pas mal plus véridique ou fiable à la fin. C'est la petite nouvelle en action que je vous conseille d'essayer. Moi, j'ai recommencé à le tester et à jouer avec. On va s'en reparler la semaine prochaine si on est toujours aussi déçus pour l'instant du résultat. Bon, on regarde le tout. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.